La principauté, une place financière d'importance. Un développement économique constant, un souci permanent pour le chef d'État. Nous sommes arrêtés dans notre construction par le manque de surface. Nous sommes obligés de construire en hauteur. Or, construire en hauteur, je crois que c'est acceptable dans certains points de la principauté, mais il ne faudrait pas que toute la principauté devienne une espèce de forêt de gratte-ciel ou de building. Alors le problème était de savoir comment s'étendre. Du côté de la montagne, c'est évidemment très difficile, impossible, et il nous est apparu que du côté de la mer, peut-être y avait-il des gains de terrain à faire. C'est quand même extraordinaire. Régnier est le seul chef d'État de tous les temps, je crois, à avoir gagné 25% du territoire national sans faire de guerre à ses voisins. Il a simplement comblé les fosses marines aux alentours de Monaco. Il a construit un nouveau quartier donc, sur ces terrains gagnés sur la mer. Donc ça, tout ça, c'était Régnier. Et puis, il y a des projets un peu futuristes pour l'instant, qui consistent à faire un peu le même genre de choses dans d'autres secteurs. Le problème, c'est que la montagne descend dans la mer et qu'on atteint tout de suite des fonds importants, mais ce ne sont pas des projets écartés à tout jamais. Je suis convaincu que ça va ressortir et que ça finira par se faire. À Monaco, l'argent coule à flot, les plus grandes fortunes investissent, malgré les buildings que Régnier n'évitera pas. Sous l'impulsion de son prince souverain, Monaco connaît une croissance économique extraordinaire. Le prince Régnier a été l'artisan talentueux, brillant, de cette stratégie de prospérité financière. Et c'est une des raisons pour lesquelles Monaco a connu cette prospérité considérable. Je crois que la richesse par habitant n'a pas d'égal à Monaco. Mais cela pose le problème de la régularité de cette prospérité au regard des normes internationales. Donc maintenant, il faudra que Monaco peut-être accepte moins d'argent, moins de richesse, moins d'argent dans les coffres-forts et plus de déontologie dans l'utilisation de la place financière monégasque. L'entreprise Monaco va bien. Le chef d'État parcourt la planète. Régnier prend de l'importance. Il commence à gêner son voisin, la France. Régnier, c'est une personnalité complexe. C'est un Français, parce qu'il est né d'un homme qui est français, son père, un demi-français par sa mère. Donc c'est quelqu'un qui est intrinsèquement français. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est un nationaliste monégasque très, 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 très important. Et le problème du nationalisme monégasque, c'est que nous, Français, nous le percevons mal. Et Régnier, effectivement, pose un problème majeur au fisc et au ministère des Finances, à Valéry Giscard d'Estaing. Les Français fortunés, et dit-on les pieds noirs qui arrivent d'Algérie, placent leur argent à Monaco. En plaçant leur argent à Monaco, ils ne payent donc pas d'impôts, puisqu'à ce moment-là, l'un des grands arguments de la principauté, si vous venez chez nous, vous ne payez rien. Et donc, ils provoquent un manque à gagner à Paris. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, fait même un numéro absolument stupéfiant à la télévision. Tous les ans, nous apprenons qu'un grand nombre de Français ont décidé de s'installer à Monaco pour bénéficier de cette exonération fiscale. J'ai pris les noms de 4 d'entre eux qui ont déclaré respectivement l'un, je vois là 36 millions de revenus en 1960 comme courtier, une autre, une dame comme administratrice de société, 35 millions de revenus, 2 autres pour des sommes qui sont supérieures à 40 millions de revenus et qui sont désormais exonérées. J'ai regardé l'annuaire des téléphones de Paris, document public. J'ai trouvé leur nom, leur numéro de téléphone. J'ai profité de la soirée pour les appeler. Et j'ai constaté que 3 sur 4 d'entre eux, de ces résidents monégasques, étaient effectivement hier soir à Paris, comme sans doute ils y sont assez fréquemment. Moi, j'ai toujours regretté d'avoir pas pu, malgré mon insistance, pouvoir exposer directement au général de Gaulle quelle était ma position et ma pensée. Son action politique générale et son action notamment sur le plan international a eu essentiellement pour objet d'affirmer l'existence de la principauté en tant qu'État souverain au sein de la communauté internationale. Un an après le mariage Régnier-Grasse, lorsqu'un bébé s'annonça, le prince réunit une conférence de presse.
Monseigneur, nous aimerions connaître les prénoms que vous avez choisis avec son Altesse Sérénissime la Princesse Grace pour le nouveau-né. Vous savez que la question des prénoms a été résolue après un long débat entre la princesse et moi-même. Et finalement, nous sommes arrivés à une sélection. Si c'est un garçon, le petit prince s'appellerait en premier Grégoire, Georges, Pierre, Richard. Si c'est une fille, Caroline, Louise, Marguerite. Ce bébé sera une fille. 1 an plus tard, ce sera un prince. Albert et non pas Grégoire. Proclamation sur les murs, joie générale et place d'armes des Monégasques ravis. Les souverains présentent, lui, Caroline, vous l'avez reconnu, et Grâce, le jeune Albert, qui sera populaire dès sa naissance. Caroline, Albert, Stéphanie. L'image d'une famille unie. Leurs apparitions rituelles devant les sujets de la principauté intéressent les reporters du monde entier. Il y a toujours de l'activité à Monaco. Malgré le protocole, tous les proches parlent avant tout de simplicité au sein de la famille. La princesse Caroline a 11 ans et demi. Elle est l'aînée. Albert, le prince héréditaire, a 10 ans et demi. Stéphanie est la plus jeune. Un jour viendra où les attractions de l'enfance céderont le pas à celles de la vie. Alors, le prince Albert, marquis des Baux, commencera son apprentissage de chef d'État pour régner à son tour sur la principauté et ses 25 000 sujets. Ces enfants magnifiques, Caroline est splendide, Stéphanie c'est un rêve, Albert c'est un amour, enfin, on se dit tout ça est très rêvé, ces images cassées. Et puis quand vous les rencontrez comme ça, vous dites, mais mon Dieu, quelle simplicité, quelle gentillesse, quelle accessibilité, quelle disponibilité. Stéphanie, Caroline et Albert, 3 enfants unis par la passion de leur père. Un papa poule, tout à leur attention. Vous êtes très attaché, vous avez suivi de très près l'éducation de vos enfants. Oui, je crois qu'il faut s'intéresser à ce qu'ils font et essayer de les orienter s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin, dans le choix de leurs études futures. J'ai rencontré des gens là-bas qui se foutent royalement et de mes origines et de ma manière de vivre et qui m'ont juste accueilli avec tolérance, gentillesse et compréhension. Et j'en parle à mes potes, parce que quand je suis avec mes potes de bistrot, des fois on a des conversations qui glissent sur le prince de Monaco. Parce que je leur dis, dans 5 heures, je vais faire un tour là-bas. Ils me disent, ouais, mais c'est des Richards, c'est des machins et tout. Et je leur dis, non, c'est les mêmes que vous. C'est les mêmes chagrins d'amour, c'est les mêmes drames, c'est les mêmes malheurs. Le regard qu'il portait sur la princesse Stéphanie a toujours été le même, c'est-à-dire un regard de complicité. La complicité, il n'y a rien de plus beau que la complicité. À chaque fois que j'accompagnais la princesse Stéphanie et qu'on voyait son père, c'est Papounet, elle l'appelait Papounet. Moi je trouve ça vachement mignon, quoi. Ils se prenaient dans les bras, ils s'embrassaient, ils se tenaient les mains. C'était très affectueux, c'était très joli. Moi, je vous assure, à chaque fois, j'étais impressionné par ça. Voilà, Stéphanie. Tenez. C'est votre premier, j'espère qu'il y en aura d'autres. Un disque d'or, c'est important, c'est le premier diplôme des chanteurs qui commencent à vouloir faire ce métier sérieusement. Plus de 500 000 disques vendus, je crois que même vous en êtes à 800 000. Alors c'est un disque d'or que vous gardez précieusement. C'est votre premier trophée d'artiste, si j'ose dire. Hein. C'est super. Il m'a demandé de venir le voir pour lui parler de Stéphanie, mais pas la princesse, la chanteuse. Il voulait savoir ce que je pensais de l'entourage de sa fille. C'était délicat pour moi,
parce qu'elle n'avait pas un entourage aux yeux de Régnier qui était sécurisant. Il m'avait dit, est-ce que vous pensez que ma fille peut faire une carrière sur la longueur? On me dit qu'elle peut faire une carrière internationale. Je lui dis, vous savez, soyons clairs, elle est mondialement connue, c'est très tentant pour des requins du showbiz et du disque sans scrupules de lui faire croire qu'elle va devenir Madonna ou Michael Jackson. C'est un métier, donc faites très attention. Il en était conscient d'ailleurs. Et j'ai vu dans son regard, quand il me parlait de Stéphanie, que c'était un regard de père, inquiet. C'était pas du tout le prince Régnier. Et c'était un père inquiet quand même pour ses enfants. Une image suffit à décrire les obsèques de Grace Kelly. Régnier, courbé, par la douleur et non par le poids des ans. La douleur ne le quittera plus. C'était quelqu'un qui a beaucoup souffert. Les enfants aussi, mais lui a beaucoup souffert. C'était compliqué. Mais Régnier doit reprendre sa vie de prince et les obligations qui l'accompagnent. J'ai eu l'occasion de passer 1 heure, 1 heure et demie dans son bureau et on a parlé de choses et d'autres de ses patients. Et j'ai découvert quelqu'un d'extraordinairement timide. C'est un homme très secret. C'est un homme qui donc écoutait, se livrait assez peu, par petites touches, et en général ne voulait pas livrer sur le moment le fond de sa pensée. À l'époque, on m'avait demandé de présenter une soirée au Sporting Club. Vous savez, cette soirée très chic, où il y a toutes ces femmes très belles, dans des robes de couture, les bijoux, les Rolls, etc. Et j'étais très impressionné. Et il se trouve qu'il a demandé à ce que je sois à côté de lui, ce qui m'a vraiment surpris et flatté, évidemment. Alors je frimais, j'arrive, très content de rencontrer le prince Régnier, c'est génial. Et on s'est marré. Et il me dit, alors racontez-moi ce qui se passe à Paris, qui couche avec qui, raconte. J'étais sidéré. On a tellement rigolé que le chef du protocole arrive à mon oreille et il dit « Monsieur Montiel, pardonnez-nous, vous savez que toute la salle attend que Monseigneur se lève. » Alors moi je lui dis, très naïvement, comme je parle à tout le monde, je lui dis « Écoutez, Monseigneur, je crois qu'on bloque la salle. » Il dit « On s'en fout pour une fois, racontez-moi encore des trucs, j'adore. » Et on s'est marré jusqu'à 2 h du matin et tout le monde avait attendu. Il a envie de s'amuser, de rigoler, de sortir un peu de ce carcan officiel du protocole et de sa responsabilité et de sa charge d'homme d'État. C'était quelqu'un finalement de simple, quoi, qui était un bon vivant, qui aimait les choses simples aussi, et vraiment une personne très attachante, quoi. C'était un homme enjoué, c'était un homme chaleureux, c'était un homme à l'écoute, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour, et tout en étant extrêmement lucide et à l'écoute des appels des autres. C'était un mélange de force et de sensibilité. C'est tous les êtres que j'aime, moi. Passionné de sport, Régnier s'active. Un tournoi de tennis, un Grand Prix de F1, rien ne manque pour donner à Monaco une image rayonnante. C'est vrai qu'on jetait un petit coup d'œil comme ça quand on savait qu'il était là. Avant le match, lors de la présentation des équipes, on regardait, on disait ce soir il y a le prince Régnier, il y a le prince Albert. Bon, ça faisait plaisir quand même. Didier Deschamps et les joueurs de l'AS Monaco ont sans doute procuré au prince Régnier quelques-unes de ses dernières joies. Il était encore dans la tribune il y a encore quelques mois, un peu fragile physiquement, avec son écharpe de l'ASM pour applaudir les joueurs de Monaco qui ont donné des stars planétaires. Les Monégasques ont perdu leur père ou leur grand-père. Moi, je peux vous dire, ça fait 56 ans de règne, quand même. Les gens sont nés avec lui, ils vivent avec lui. On le voyait quand même souvent.
Régnier III aura connu 8 présidents de la République, 2 républiques, la 4e et la 5e. Il s'est éteint le 6 avril 2005 au matin, après 56 ans de règne. Et nous retrouvons donc en direct la place du Palais de Monaco. Vous pourrez voir l'intégralité de ce magazine de 52 minutes, Régnier III, une vie, un règne, ce soir sur France 2 à 23h50. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette matinée spéciale sur France 2, consacrée aux obsèques du prince Régnier qui ont lieu aujourd'hui, des funérailles solennelles auxquelles assisteront têtes couronnées, chefs d'État et responsables politiques. Les délégations commencent à accueillir, vous le voyez sur ces images, dans la cour du Palais Princier, car l'hommage sera rendu à 11h30 dans la cour d'honneur, puis le cortège funèbre rejoindra la cathédrale, située à quelques mètres du palais. Devant le palais, précisément, se trouve Pascal Doucet-Bon. Alors Pascal, en effet, les premières délégations viennent d'arriver. Sur ces images, c'était Monsieur Diouf que nous avons aperçu, si je ne me trompe. C'est le fils d'Abdou Diouf. Oui, Monsieur Diouf, en fait, la première délégation à être arrivée a été celle du Vatican. Ce n'est pas un hasard, vous savez que l'Église ici est omniprésente, la principauté est un État concordataire. La délégation sénégalaise, la délégation également hollandaise avec le prince Willem-Alexander sont arrivées 9 délégations en tout. Vous savez qu'il y en a une cinquantaine en tout. Le Vatican arrivé en premier, c'était prévu. Vous savez que la foi du prince Régnier n'était pas feinte, ce n'était pas une foi de circonstances. La princesse Grace et Régnier avaient été reçus plusieurs fois au Vatican. Paul VI, puis Jean-Paul II. Et d'ailleurs, au crépuscule de sa propre vie, le souverain pontife avait adressé une prière spéciale pour Régnier, qui lui-même était à l'agonie au centre cardio-thoracique. Merci Pascal Doucet-Bon. On voit en effet que les délégations des officiels commencent à arriver sur le palais, dans le palais Princier. Nous allons retrouver Alban Mikosi maintenant, qui est un peu plus bas dans la ville, devant l'église Saint-Dévote. Alban, à vos côtés, l'épouse d'un personnage important pour aujourd'hui, en tout cas. Oui, effectivement, Madame Katia Cupif, vous étiez là. C'est très émouvant parce que vous étiez là très tôt ce matin. Je vous ai vu arriver à quelle heure devant l'église? À 7h15, 7h30, j'étais là. Et votre mari va être associé à la cérémonie de manière particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Moi, je suis l'épouse d'un carabinier qui est donc attaché au palais souverain. Et ce matin, d'ailleurs, il portera le cercueil de notre prince. On vous sent très ému. Racontez-moi ce que vous m'avez dit tout à l'heure, comme ça a été douloureux, je crois, la nouvelle du deuil. Oui, parce que tout d'abord, on aime notre prince, et on l'aimera toujours. On aura toujours un dévouement éternel pour lui, ainsi que sa famille. On soutiendra, on entourera toujours. Et aujourd'hui, j'éprouve un sentiment bizarre. C'est-à-dire, lors de son hospitalisation au centre cardiovasculaire, tous les jours, je passais pour prier pour lui, les yeux levés vers sa fenêtre. Et ensuite, quand on a appris son décès, il y a eu comme un déchirement à l'intérieur. La perte de notre prince, la perte d'un papa. Moi, je suis d'ailleurs en deuil du mien actuellement, donc je peux savoir ce qu'éprouve la famille princière à l'heure actuelle et ses enfants. Et ensuite, un soulagement des souffrances qu'il a pu endurer. Mais je sais très bien qu'il nous voit de là-haut où il est. Et ensuite, il s'est éteint à peu près en même temps que notre pape. Et quelque part, c'est comme une béatitude. C'est comme un... je sais pas. Et Alban, en tout cas, et Alban, on on vous voit sent sur très ces ému. images, Oui, en effet, les délégations qui continuent d'arriver dans le hall du Palais Princier. On va vous retrouver, Alban, un petit peu plus tard. Je voudrais demander à Frédéric Mitterrand, les délégations arrivent, se pressent. Ce qui est assez frappant, François, c'est que le prince Régnier va avoir des obsèques très impressionnantes avec des chefs d'État considérables qui vont venir pour ces obsèques. Et une fois de plus, cela prouve la souveraineté de la principauté de Monaco, qui a cependant, au cours de son histoire, suscité de nombreuses convoitises. Et jusqu'au XXe siècle, durant l'entre-deux-guerres, c'était le célèbre marchand d'armes Zaharov qui a essayé d'acheter... Personnage un peu... Oui, trouble mais puissant. Oui. Un homme très très puissant, on l'a oublié maintenant, Oui. c'est un homme très très puissant et qui a essayé de mettre la main sur la principauté par ses finances. Dans les années 50, ça a été le cas d'Aristote Onassis, qui a d'ailleurs été très très bien manipulé par le prince, puisqu'il a mis de l'argent quand on en avait besoin. On savait pas qui manipulait l'autre. Oui, mais finalement, c'est le prince qui s'en est très bien servi. Et donc,
tout au long de son histoire, la principauté a fasciné et a réussi à résister à de nombreuses convoitises. Alors on a parlé du général de Gaulle aussi tout à l'heure dans le document remarquable qu'on a présenté. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Il faut dire aussi qu'après la guerre, quand Régnier III monte sur le trône, il arrive, si je puis dire, à tourner la page d'un Monaco... Alors Monaco est quasiment en faillite quand il arrive. Hein. Et puis la clientèle du tourisme international qui jusqu'alors faisait l'essentiel de la prospérité de Monaco ne vient plus à cause de la guerre, à cause de tout ce qui s'est passé. Et donc il a fallu remettre la machine en quelque sorte en marche, et ça a été extrêmement difficile parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et le prince Régnier, évidemment, on parle toujours du mariage avec Grace, qui était une chose très importante. Vous savez, à cet égard, d'ailleurs, quand il s'est marié entre les fiançailles et le mariage, Grace a tourné un dernier film à Hollywood qui devait être un énorme succès, qui était Le Cygne, un superbe film, une histoire de princesse. Et les producteurs de Hollywood étaient persuadés que le film ferait un grand succès. Or, ça a été le seul flop de sa carrière, parce qu'en vérité, le plus beau film se déroulait à Monaco. Et d'ailleurs, ce fut la première fois que tant de journalistes, juste après le couronnement de la reine d'Angleterre, se sont pressés à Monaco pour ce mariage. Ça a été le deuxième grand événement médiatique de la télévision. En vérité, la télévision a démarré avec le couronnement d'Élisabeth et s'est imposée avec le mariage de Grace. Vous avez remarqué d'ailleurs que parmi les représentants au mariage de Grace, il y avait François Mitterrand qui représentait l'État français, et de tous les présidents de la République qui se sont succédés en France et qui étaient quelquefois plus proches idéologiquement de Régnier, le seul qui aura été véritablement son ami aurait été François Mitterrand. Stéphane Bernon, on a vu passer un certain nombre... J'en profite pour vous donner les noms des personnalités que vous avez vu apparaître. Dans un premier temps, vous avez vu la vice-présidente du Conseil de l'Europe, parce que c'est important de souligner que depuis le mois d'octobre dernier, eh bien, Monaco a rejoint siège au Conseil de l'Europe. Ce qui l'a obligé d'ailleurs à quelques aménagements constitutionnels. Absolument. On a vu également Massimo Bara, qui s'occupe des fédérations de la Croix-Rouge. Vous voyez la princesse Ferial d'Égypte, qui en ce moment même arrive au Palais Princier. Elle représente son frère, le roi Fouad d'Égypte, qui était le seul roi qui est assisté, il a été roi pendant un an, qui assistait au mariage. Il s'est lui-même marié au Palais Princier en 1977. Et vous savez, son père, le roi Farouk, disait qu'en l'an 2000, il n'y aura plus que 5 rois dans le monde. Le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi d'Angleterre. Il fréquentait beaucoup les casinos, le roi Farouk. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup Monaco. Quand il est parti en exil, un des seuls qu'il a accueilli gentiment, c'est Régnier. Mais Jean, pardon, vous vouliez dire, parce qu'on voit toutes ces délégations qui arrivent. Ce que je voudrais dire, c'est que Prince Régnier prend une extraordinaire revanche aujourd'hui par la qualité et l'abondance des délégations, des personnalités qui sont venues, parce qu'aux obsèques de son grand-père, il n'y avait pas grand monde. Et même à son mariage, on vient de le dire. Et même à son mariage, on avait méprisé. Et lui-même a accueilli beaucoup de gens généreusement. Nous allons voir certainement l'impératrice Farah. Eh bien, il faut savoir que Monaco avait voulu accueillir le Shah après la Révolution, ce qui avait fait froncer les sourcils de la France. C'était un homme très généreux. Donc, il y a une qualité chez les Grimaldi qu'on retrouve parfaitement réunie chez le défunt prince, c'était l'obsession de l'identité monégasque. Voilà un État, une seigneurie avec l'État français, qui a résisté à Machiavel, qui a résisté à Charles Quint, Louis XIV, à la Révolution française, au Piémont-Sardaigne, à toutes les annexions possibles, à Mussolini, à Hitler, au général de Gaulle, et à l'usure du temps. Donc c'est extraordinaire comme longévité. Peut-être que les ancêtres bretons du prince Régnier, ils sont pour quelque chose dans l'entêtement. Moi je remarque, parce qu'il faut remarquer, là vous voyez l'épouse du président du Costa Rica, Madame Rodriguez de Pacheco, l'archiduc Karl d'Autriche de Habsbourg, le fils aidé d'Otto de Habsbourg sur nos images. Non, ce qui est important, il y a à la fois toutes les familles royales présente. Est-ce que c'est parce que Caroline a changé de statut en épousant Herzog Julianov, ou parce que franchement les Grimaldi se sont imposés comme une famille? C'est un État souverain qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui fait partie depuis 1993 de l'ONU.
C'est un État qui a des relations diplomatiques avec la plupart des autres pays, des relations familiales aussi, parce qu'on dit souvent que Grèce était une actrice de cinéma, mais il y a des extrêmement belles alliances dans la généalogie des Grimaldi depuis 1297. Je veux juste dire une chose, il y a à la fois les chefs d'État et présidents de la République, des présidents, la présidente d'Irlande, le président de la République française évidemment, mais l'ancien président du Salvador, mais vous aurez également des souverains et puis toutes les anciennes familles royales. C'est-à-dire le comte de Paris représente vient de France, il y a également Victor Emmanuel d'Italie, sur les co-régents de Saint-Marin, et surtout toutes les organisations internationales. Ça c'est important, l'ONU est représentée, vous avez également le CICR, la Croix-Rouge, le CIO, Jacques Rogge, le président du CIO, et Monaco a fait énormément pour le sport. L'ONU, je le disais, Jacques Barrot représente la Commission européenne. Tout ça en fait, Monaco, c'est la grande histoire d'un petit pays. Je voudrais qu'on passe maintenant, si vous le voulez bien, à la figure d'Albert II, qui est désormais prince souverain de Monaco, 47 ans, toujours célibataire, volontairement effacé pendant le règne de son père. Il expliquait en substance: si j'en fais trop, on va me soupçonner de vouloir prendre la place de mon père, et si je n'en fais pas assez, on me juge sans envergure. Portrait donc du nouveau souverain de Monaco par Julia Delage. La principauté a perdu son prince souverain, mon père, qui a veillé sur sa destinée durant 56 ans. Aujourd'hui, nous sommes tous orphelins de ce grand homme, et la profonde tristesse et le deuil que nous ressentons rapprochent nos cœurs et doivent souder plus que jamais notre communauté. Ses premiers mots de régent sont pour son père. Cette fonction de prince, il ne l'a pas choisie, mais la porte depuis sa naissance. Il est des vies que l'on ne choisit pas. Même protégé par les bras de sa maman, Albert est déjà offert aux yeux du monde entier. Nous sommes en 1958, le jour de son baptême. Enfin un fils, enfin un héritier pour le rocher, qu'il va falloir former. Dès son plus jeune âge, Albert s'applique. Pour Grâce, sa mère, c'était un petit prince modèle. Lui dira plus tard qu'il avait surtout peur de décevoir. Sur ces images, il a 16 ans. Son père lui fait visiter l'un des chantiers de la principauté, un avant-goût des responsabilités qui l'attendent. Je crois qu'il voit ça justement comme un métier, comme quelque chose qu'il faut faire aussi bien que possible. Alors Albert veut être bon partout. Une participation au Paris-Dakar, ceinture noire de judo, 4 Jeux olympiques en bobsleigh, et puis bien sûr des études d'économie, de philosophie et une licence de sciences politiques décrochée aux États-Unis. Une formation haut de gamme souhaitée par son père. Seul ombre au tableau, un léger bégaiement qui s'estompe comme par magie lorsqu'il parle anglais, la langue que sa mère lui apprend dès le berceau. Avec son père, le jeune prince est docile, sauf lorsqu'il parle mariage. Dévoué corps et âme à la principauté, Albert refuse de brader son cœur pour le rocher. Les rumeurs de mariage ne sont pas fondées. Vous êtes un homme libre, monseigneur. J'aime être un homme libre, mais bien sûr, je pense que le mariage arrivera un jour, mais il ne faut pas précipiter les choses et il ne faut pas me bousculer. D'un sourire, il balaie les rumeurs d'homosexualité et s'affiche en galante compagnie à la une des magazines qui l'ont déjà fiancé 20 fois. Bref, les qu'en dira-t-on glissent sur le bon élève Grimaldi, et si à 47 ans il ne se voit pas vraiment en vieux garçon, sa priorité, c'est le rayonnement de Monaco. Représentant de nombreuses organisations humanitaires, il préside surtout la délégation monégasque à l'ONU. Plus qu'un chef d'entreprise comme son père, Albert veut être un chef d'État. Le prince Albert, je pense que c'est quelqu'un de très moderne. C'est un homme plutôt du 21e siècle. C'est quelqu'un qui est plutôt consensuel, qui est plutôt enclin à la négociation, au dialogue. Son père était plus tranché. Aux côtés de Régnier, Albert a toujours honoré son rang. Maintenant, il doit sortir de l'ombre de son père. Dans quelques jours, il sera officiellement Albert II. Voici, c'était donc le portrait d'Albert II. Pendant que vous le voyez sur ces images en direct, les délégations continuent d'arriver
devant et dans le palais princier où ils sont accueillis, Stéphane Bern. En général, soit par le capitaine Bruno Philippona, soit par le colonel Serge Lamblin, qui était le chambellan du prince Régnier. Voilà l'impératrice. Sur ces images, vous voyez arriver l'impératrice Farah d'Iran, qui visiblement a été éprouvée aussi par la disparition du prince Régnier. On a vu évidemment un certain nombre de personnalités, le prince Victor Emmanuel de Savoie et son épouse Marina. On va revoir ces images en effet, oui, qui est arrivé il y a quelques instants. On peut rajouter une chose sur la solidarité que Régnier a manifestée pour beaucoup d'exilés lorsque l'impératrice Farah a été absolument pourchassée à travers le monde entier. Il était le seul à lui avoir proposé un passeport monégasque pour lui permettre de se déplacer dans le monde à peu près normalement, alors que tout le monde l'avait abandonné. On voit également le prince héritier des Pays-Bas, le prince d'Orange, Willem-Alexander des Pays-Bas. Alors le protocole est assez précis, c'est-à-dire que les chefs d'État ou les délégations sont accueillis à l'entrée du palais, sont conduites ensuite devant la dépouille mortelle du prince Régnier dans la chapelle palatine, et ensuite montent l'escalier à double révolution et se dirigent vers le salon bleu où ils présentent leurs condoléances à la famille princière, le prince Albert II et ses sœurs. Avec le dispositif de sécurité exceptionnel mis en place aujourd'hui, on a un exemple de l'application des conventions franco-monégasques, puisqu'il faut rappeler que c'est la France qui assure la sécurité extérieure de la principauté si elle est menacée. Il n'y a pas d'armée. À Monaco, il y a les carabiniers, les pompiers et une remarquable sécurité publique. Et cela, dans le fond, depuis en 1304, un amiral qui était un Grimaldi, Régnier Ier, a été nommé par le roi de France, Philippe le Bel, pour sauver la flotte française dans une bataille des Flandres. Donc ça remonte très loin, cette histoire de la sécurité extérieure assurée par la France. Alors précisément, puisque vous l'évoquez, Jean, les relations entre Monaco et la France ont été émaillées de querelles. Vous en parliez à l'instant aussi, Frédéric. Régnier défendant jalousement, en quelque sorte, son autorité sur le rocher, les prérogatives douanières, fiscales aussi, qui ont contribué à la fortune de ce petit État, la France et Monaco. Explication par Frédéric Rota. Et nous reviendrons sur les délégations qui arrivent. Ah, nous avons une nouvelle délégation qui va d'arriver, peut-être Stéphane. Je n'ai pas, pardon, j'ai manqué les cette délégation. De Saint-Marin. Non, voilà Issam Fares, vice-premier-ministre du Liban, qui représente donc le Liban. Vous allez, je peux vous donner une liste non exhaustive, mais il y aura évidemment un sénateur canadien, il y a également, donc je l'ai dit, l'épouse du président du Costa Rica et l'épouse du président polonais également. Alors voyons justement ces relations compliquées parfois entre la France et Monaco, expliquées par Frédéric Rota. Son accession à l'ONU en tant que membre à part entière, Monaco le doit à la France. Ce territoire microscopique de 2 km² et de 30 000 habitants entretient depuis toujours avec Paris des relations à la fois de soumission et de relative indépendance. Dès l'installation de la famille Grimaldi sur le rocher, la France exerce un contrôle de type colonial. 2 traités d'indépendance sont signés, mais Régnier composera tout au long de son règne avec une haute administration et une police 100% française. Dans les années 60, avec le général de Gaulle, c'est le rapport de force. Sous le prétexte d'un problème fiscal, la France inflige à ce prince, jugé trop proche des Américains, un véritable camouflet. Paris menace de faire le blocus de Monaco, d'installer une sorte de mur de Berlin autour de Monaco. Il y a même à un moment des douaniers en octobre 1962 qui sont installés pendant quelques heures, pendant une nuit, pour contrôler les véhicules entrant et sortant de la principauté. C'est le contribuable français qui, par le biais d'une taxe parafiscale, finance l'État monégasque. Une situation avantageuse qui permet à Monaco d'attirer les capitaux étrangers. Le budget, par exemple, de la principauté est, je crois, à 60% presque, assuré par Paris. Ce qui permet à la principauté de ne pas appliquer une taxation, disons, importante, d'ailleurs elle est très très faible, aux avoirs étrangers qui arrivent à Monaco. Ce qui représente pour 550 millions d'euros d'un côté de budget monégasque payé par Paris, 60 milliards d'encours dans les banques et les fiduciaires monégasques. Il n'y a aucun intérêt à supprimer ce type de relation. Si elle en a les signes de souveraineté, une dizaine d'ambassades dans le monde, l'adhésion récente au Conseil de l'Europe, la diplomatie monégasque est forcément symbolique. Le prochain ministre d'État, l'équivalent de notre Premier ministre, aurait pu pour la première fois être monégasque. Mais Régnier III, pour épauler le prince Albert, a choisi une fois de plus, comme il l'a toujours fait, un haut fonctionnaire français.